Depuis quelque temps maintenant, et pour encore quelques semaines, il est possible d'observer et photographier avec un instrument moyen une comète. On parlera plus tard dans l'épisode de comment l'observer, mais cette comète n'est pas n'importe laquelle. Vous la connaissez en effet très probablement sous son petit nom, 67P Churyumov-Gerasimenko. Cette comète qui fut observée par la mission européenne Rosetta de 2014 à 2016. Alors, pour cette nouvelle dose d'espace, je vous propose de parler de cette petite comète, de sa découverte à comment l'observer en passant par ses caractéristiques, certaines étant assez particulières. Mais avant de passer au générique, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, trêve de bavardage, on se retrouve après le générique. Si vous ne la connaissez pas encore, laissez-moi vous présenter la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Néanmoins, étant donné que son nom est assez long, je vais me permettre au cours de l'épisode de régulièrement utiliser son diminutif, à savoir 67P-CG. Vous connaissez très probablement cette comète pour la visite que la sonde Rosetta lui rendit en 2014, et c'est plutôt normal. Il faut être réaliste. Il est impossible de connaître chaque comète découverte à ce jour, et même si elle reste une comète assez sympathique à photographier, elle est assez discrète. Pourtant, si on s'y intéresse de plus près, l'histoire de la comète Chury, un autre surnom, est assez particulière. Elle a été découverte en 1969 dans des plaques photographiques prises par les astronomes soviétiques Klim Ivanovitch Churyumov et Svetlana Ivanovna Gerasimenko. C'est cependant Churyumov qui découvrit la comète, puisqu'il se rendra compte, en examinant les plaques photographiques chez lui, que la comète qu'il pensait alors être 32P Coma Sola, qui était en fait le sujet visé, se trouve en réalité à 1,8 degré de sa position, ce qui ne colle pas du tout. De cette façon, la comète sera découverte et elle restera, encore une fois, assez discrète. Par la suite, elle ne sera même pas le premier choix de cible pour la mission Rosetta. Celle-ci visait en effet la comète 46P Wirtanen, mais des retards forceront l'ESA à changer de cible. Là aussi, le choix est assez facile à expliquer. Il fallait une comète périodique, donc qui nous revient régulièrement, qui soit également sur une orbite près de l'écliptique, afin de rendre le voyage possible. Là encore, la comète Chury, comme je le disais, n'était pas le premier choix. Pourtant, celle-ci allait nous révéler un paysage somptueux. Bien que sa forme approximative ait commencé à nous apparaître dès 2003, avec des observations du télescope spatial Hubble notamment, même si celle-ci était éloignée de la réalité, c'est la mission Rosetta qui nous en révélera la beauté et la complexité de son terrain. D'une taille de 4 km sur 3,5, Churyumov-Gerasimenko est ce que l'on nomme une binaire à contact.
Pour résumer rapidement, les deux parties de la comète sont en fait composées de deux objets différents. Seulement, au lieu de fusionner lors d'un impact relativement violent, ils se sont lentement tournés autour, comme un système binaire, avant de finir par se rapprocher et se toucher, et ainsi mener au résultat que nous observons aujourd'hui. Si ce type de rencontre est donc, vous vous en doutez, plutôt rare, ce phénomène n'est pas non plus exceptionnel. On recense, en effet, plusieurs astéroïdes et comètes qui sont de probables objets binaires à contact. On peut, par exemple, citer l'astéroïde Itokawa, visité par Hayabusa 1 en 2013, qui est soit un binaire à contact, soit un agglomérat de roches. Je pourrais encore citer plein d'autres exemples, comme l'astéroïde Cléopâtre et sa forme d'os, mais je crois que le meilleur exemple reste encore l'astéroïde Arrokoth, à vos souhaits. Visité le 1er janvier 2019 par la sonde New Horizons, Arrokoth, ou 2014 MU69, s'est vraisemblablement lui aussi formé de la même façon. Mais l'histoire de sa formation n'est pas la seule chose qui fait de cette comète un objet unique. Churyumov-Gerasimenko est en effet une comète dont l'activité est relativement récente, depuis moins de 2 siècles. Je m'explique. On estime que, avant 1840, le périhélie, donc le point le plus proche du Soleil de l'orbite de la comète, était situé à environ 4 unités astronomiques. Pour rappel, une unité astronomique correspond à 150 millions de kilomètres, soit la distance Terre-Soleil. À cette distance, il était tout simplement impossible à Churyumov-Gerasimenko de développer la moindre activité cométaire. Mais en 1840, la comète allait passer une première fois près de Jupiter et l'influence gravitationnelle de celle-ci allait modifier la trajectoire de la comète. Il faut, d'ailleurs, noter que l'on ignore encore beaucoup de sa trajectoire avant les années 1700, mais bref. Après ce passage, le périhélie de la comète se trouvait à environ 3 unités astronomiques, ce qui était déjà un rapprochement intéressant. Néanmoins, 67P CG allait encore subir les effets de la force gravitationnelle de Jupiter. Au fil du temps, la planète allait encore drastiquement rapprocher la comète, abaissant progressivement son périhélie à 2,7 unités astronomiques. Finalement, en février 1959, Churyumov-Gerasimenko allait encore une fois passer près de Jupiter et abaisser son périhélie à seulement 1,29 unités astronomiques. C'est idiot, mais c'est seulement depuis 1959 que 67P Churyumov-Gerasimenko est sur sa trajectoire actuelle. On a souvent tendance à se représenter le système solaire comme relativement peu changeant, voire fixe. Or, des objets de ce genre nous permettent de réaliser que, bien au contraire, celui-ci peut encore être sujet à des changements, même si, bien évidemment, pour les plus gros objets comme les planètes, c'est un peu moins valable. Mais je digresse. 67P CG devrait encore s'approcher de Jupiter en 2220 et ce passage, à seulement 1 million de kilomètres, devrait abaisser son périhélie à 0,8 unités astronomiques. Pour ce qui est de sa provenance, Churyumov-Gerasimenko vient de la ceinture de Kuiper,
Cette ceinture d'astéroïdes qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune de 30 à 50 unités astronomiques. Si vous désirez l'observer, en revanche, il vous faudra compter au minimum sur une bonne paire de jumelles ou un petit télescope. Là encore, la comète ne sera pas un spectacle spectaculaire. Attendez-vous, au mieux, à un petit point lumineux légèrement plus flou que les étoiles qui l'entourent, mais pas vraiment plus lumineux non plus. Le meilleur créneau horaire se trouve, en revanche, en seconde moitié de nuit, idéalement après 1h du matin. Durant les prochaines semaines, elle voyagera des Gémeaux au Cancer et devrait encore rester trouvable même si son activité va progressivement diminuer. Ce passage est cependant l'un des plus proches de la Terre du siècle et, même si elle sera observable lors de son passage de 2028, elle sera néanmoins un peu moins lumineuse vue de la Terre. De façon générale, donc, l'idéal est de se munir d'une carte du ciel, comme l'application pour téléphone Stellarium, la version PC ou la version site web, qui est gratuite, les liens étant en description. J'en parle souvent, mais il reste l'outil le plus facile pour prévoir ces soirées d'observation et a l'avantage d'être gratuit malgré des versions payantes. Pour terminer, les différentes régions identifiées sur la comète au cours de la mission Rosetta, au nombre de 26, sont nommées d'après des divinités égyptiennes. On retrouve, entre autres, Aton, Atum, Imhotep, Anubis, Apis, et j'en passe. 2 détails de sa surface sont néanmoins nommés Corradini et Alexander, en hommage à 2 membres des équipes de la mission Rosetta, décédés entre-temps. Rosetta aura, en tout cas, permis de lever le voile sur une comète qui serait probablement restée relativement anonyme sans cela. Vous la voyez d'ailleurs ici, prise par l'une des caméras de la sonde pendant son voyage, près de la mât M107. La sonde aura mis en avant l'évolution de sa géologie au fur et à mesure des saisons, capturé de magnifiques images où se mélangent poussière et rayons cosmiques, et permis de découvrir des paysages qui nous seraient autrement restés cachés. N'hésitez donc pas non plus à me dire si un épisode sur Rosetta vous intéresse, mais sachez que celui-ci est déjà dans les cartons. Pour rester dans les comètes, si Tchouri n'est pas un spectacle inouï, la comète Léonard pourrait, elle, dans le courant de décembre, s'avérer être relativement intéressante. Mais il ne faut pas se faire trop d'espoir non plus, les comètes étant relativement imprévisibles, et soyez certains que l'on en reparlera en temps voulu. Une chose est certaine, c'est que sans être une comète exceptionnelle, 67P Churyumov-Gerasimenko mérite que l'on s'y attarde et que l'on prenne la peine de se pencher sur son histoire. Sans être exceptionnelle, son activité est aussi un spectacle agréable à regarder à travers différentes photographies notamment, et je trouve, personnellement, intéressant de se dire qu'il y a encore quelques décennies, alors que certains d'entre nous étaient déjà nés, Churyumov-Gerasimenko n'était pas encore la comète qu'elle est aujourd'hui. Et, avec son retour tous les 6 ans et demi, elle nous réserve encore de beaux passages. Mais elle n'est pas, non plus, celle que connaîtront de futures générations, quelque part après 2220. Mais ça, c'est un autre sujet.
En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.